Donc l'atelier a pour thème la prise en charge des jeunes enfants donc de 0 à 6 ans, sachant que c'est souvent à ce moment-là que se conditionnent les problèmes d'obésité. Et puis on pourrait peut-être même encore aussi impliquer des enfants encore plus jeunes, c'est-à-dire la période prénatale, puisque vous savez maintenant que on sait qu'il y a plausiblement un conditionnement ou un tatouage prénatal à l'émergence de l'obésité plus tard, chez les femmes enceintes obèses en particulier, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est un petit peu dans cet esprit de linéarité que j'ai un petit peu construit le topo, évidemment en mettant l'accent sur l'aspect prévention essentiellement. Et puis l'annonce qui parfois peut être assez désastreuse. Donc les chiffres très vite, mais vous les connaissez, on les a rappelés aujourd'hui, on ne va pas recommencer à vous bassiner avec ça. 2006, une enquête dresse des enfants de 5-6 ans, qui est le thème aujourd'hui, donc en grande section de maternelle, 4% d'enfants obèses en Languedoc-Roussillon pour une population de 3,5% sur la France. Donc on répète encore qu'on est une région très impactée dès la petite enfance par ce problème, d'où l'intérêt effectivement du repérage précoce. Et que par ailleurs, dans cette tranche d'âge de 5-6 ans, il n'y a pas du tout de données sur ce qu'on appelle l'obésité sévère. L'obésité sévère étant un concept assez bien défini chez l'adulte, qui est qualifié essentiellement par la notion d'IMC que vous connaissez, qui a ses limites. Et alors chez l'enfant, l'obésité sévère, la définition est plus floue puisque il y a déjà potentiellement certaines comorbidités sans avoir forcément un IMC très élevé qui peuvent émerger et rendre sévère cette différence de phénotype. Donc nous, on a travaillé avec Marine sur une enquête qu'on a faite dont on vous donnera les résultats plausiblement l'an prochain, sur justement la quantification de l'obésité sévère dans cette tranche d'âge de préscolarité obligatoire au niveau des urgences pédiatriques sur une population d'enfants tout venant qui a été pesée et mesurée pendant une période donnée de 6 mois de manière très exhaustive, semble-t-il, avec à peu près plus de 87% des enfants qui ont été pesés et mesurés, les autres n'étant pas en situation de l'être puisqu'ils étaient aux urgences. Voilà. Et donc on va avoir des chiffres et je pense que ça nous permettra de quantifier dans un esprit très rationnel de savoir encore une fois à combien de patients on peut s'attendre en termes de consultation-retour au niveau de la consultation de recours 3 à l'hôpital pour ça. Et pour voir aussi chiffrer le nombre de personnel à dédier, etc. Donc ça n'est pas qu'une quantification brute, mais il y a aussi une destinée à cette quantification. Donc les chiffres, encore une fois, vous voyez dans ce listing à gauche, entre 1995 et 2012, évidemment, une modification des chiffres du surpoids, après plus modeste sur l'obésité. Donc c'est vrai que c'est là plausiblement qu'interviennent les différents dispositifs à la fois de prévention, de repérage et aussi de prise en charge sur une espèce d'effet tampon sur l'émergence de l'obésité. Donc ça c'est important. Ensuite, il faut savoir que dans notre région, évidemment, il y a une grande disparité dans l'incidence ou la fréquence de ce problème. Et vous voyez qu'il y a je ne vais pas vous faire l'analyse détaillée des différents départements, mais vous l'aurez dans le diaporama si certains sont intéressés, avec déjà un aspect assez sexué, mais ça, il est partagé au niveau français, Il est partagé au niveau français que les filles sont plus fréquemment impactées que les garçons, mais aussi dans certains départements bien particuliers. Et heureusement, c'est souvent dans ces départements qu'ont été mis en place des dispositifs, mais certainement à juste titre aussi. Donc voilà, ça c'est sous la forme, disons, nationale, la représentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité à 6 ans. Et vous voyez notre représentativité. Et on risque, maintenant qu'on est en grande région, de modifier un tout petit peu l'incidence sur l'Occitanie, puisqu'on va plomber les chiffres de Midi-Pyrénées, certainement. Donc ça, c'est pour spécifier la qualité, je l'ai dit tout à l'heure, de l'impact de la précarité dans la prise en soin de ces enfants, avec les catégories socio-professionnelles qui sont là listées de 1 à 4. Et vous voyez qu'il y a quand même une proportion non négligeable d'enfants
obèses ou en surpoids dans les catégories 4, alors que dans la catégorie 1, il y en a beaucoup moins. Et c'est déjà sensible sur la notion d'obésité sévère. Je peux tout de suite m'engager là-dessus. Donc ça, une diapositive simplement, évidemment, pour vous convaincre, si ce n'est déjà fait, que l'enjeu, évidemment, est le dépistage précoce, puisque la définition même de l'obésité, c'est qu'elle peut avoir des conséquences délétères pour la santé dès l'enfance, et ça, c'est la définition de l'OMS, qui n'a pas changé depuis un certain temps. Donc, je vais articuler le topo sur pourquoi repérer précocement, on vient déjà de le déflorer un peu, comment le repérer précocement, je vous expliquerai très vite, et comment l'annoncer, puisque c'était un peu le sujet, et évidemment, il y aura quelques questions si vous le souhaitez après. Je vous demanderai, ceux qui sont intéressés éventuellement, de vous rattacher au document de l'INPES sur ces notions de dépistage et de traduction dans l'annonce précoce, qui sont très bien faits, puisque ce sont des repères qui sont tout à fait des outils que vous pouvez utiliser dans votre pratique pour les praticiens ici présents. Alors pourquoi repérer précocement ? Parce qu'on sait qu'un enfant obèse à 6 ans a une chance, si le mot est adapté, mais le risque, c'est un mot un peu pénalisant, donc moi je l'emploie pas tellement, je dis plutôt chance, sur 2, de le rester toute sa vie. Qu'un enfant obèse à 10 ans a 2 chances sur 3, donc vous voyez que ça ne s'arrange pas avec le temps, et qu'un jeune adulte qui commence sa vie obèse a une espérance de vie réduite de 13 ans par rapport à un non-obèse. Et puis surtout, qui va vivre une vie qui va être quand même marquée par de multiples complications qu'on appellera comorbidités sur le plan médical, mais aussi comorbidités au plan psychologique, qui sont difficiles à quantifier, mais qui sont certainement le lit de prise en charge diverses et variées, parfois pas tout à fait adéquates, et qui vont plomber sa vie personnelle et ce qu'on appelle la qualité de vie, ça a été évoqué tout à l'heure, avec des questionnaires évidemment qu'il faut informer, mais qui ont leurs limites aussi, puisqu'on sait aussi que ne participent à ces enquêtes que les gens qui sont capables et en capacité surtout de les remplir, c'est toute la limite aussi. Parce que les mots employés dans ces questionnaires ne sont pas toujours très explicites pour certains types de populations. Et vous savez très bien que dans notre région où le métissage est important, on a beaucoup de populations qui ne parlent pas forcément très bien le français, et ça plombe là aussi énormément l'analyse de ces questionnaires. Alors, comment le repérer précocement ? Chez qui et quand dépister ? Évidemment, si on s'attache au RECO-HAS d'octobre 2011, c'est une évidence et c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire qu'il faudrait le faire systématiquement chez tous les enfants, quel que soit l'âge, évidemment. Et ça fait partie du suivi normal des enfants, que de les peser, de les mesurer, de là à quantifier la notion de surpoids ou d'obésité, c'est là que le pas n'est pas forcément franchi. Et surtout, quelle que soit leur corpulence apparente, donc c'est cette notion d'apparence de corpulence qu'il faut travailler dans le repérage et dans le dépistage, puisqu'on ne se contente pas de regarder un enfant, mais il faut aussi avoir des données chiffrées. Alors c'est un peu fastidieux, on en convient, mais de temps en temps, c'est important pour repérer justement cette obésité ou cette différence qui pourra devenir une maladie ultérieurement. Et ça, quel que soit le motif de la consultation, on sait, et je vous montrerai tout à l'heure une analyse qu'a faite l'assurance maladie, que évidemment c'est difficile pour certains praticiens de se plier à ce genre d'exercice à chaque consultation, puisque c'est quand même assez chronophage dans le temps, et que évidemment on pourrait considérer que 2 ou 3 fois par an c'est suffisant, et ça l'est à l'évidence si l'on prend le soin après de reconstituer de manière très stricte les courbes. Alors évidemment, chez les tout-petits où les examens systématiques sont faits pour des motifs, disons, de caisse d'allocation familiale ou autre, ou de prestations sociales, pardon, c'est évident que c'est assez bien fait. De là, encore une fois, à passer le pas et de là à annoncer la différence, c'est autre chose. Voilà, et donc il faut beaucoup nous améliorer à ce sujet, et ça n'a pas beaucoup avancé depuis de nombreuses années, malgré malheureusement les nombreux dispositifs qui ont été mis en place à ce sujet.
Après, il faut mettre l'accent aussi sur des enfants qui ont des facteurs de risque précoces et de surpoids et d'obésité, je vais y revenir. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous donner la définition de ce qu'on appelle l'obésité chez l'enfant en fonction de la répartition de l'IMC selon les courbes que je vous montrerai tout à l'heure, mais elle figure là aussi. Là, c'est la fameuse enquête que j'évoquais de la Caisse d'assurance maladie qui a donc intéressé des médecins. Et la question qui était posée, c'était de savoir sur ceux qui calculaient l'IMC, donc déjà il y avait déjà une première étape qui avait été franchie, combien les reportaient sur les courbes de corpulence et combien surtout les suivaient dans le temps. Donc c'est surtout ça qui est important, puisque je vais vous montrer que dans le repérage, ça n'est pas la corpulence en soi et l'IMC que vous allez calculer à un temps T qui est important, mais c'est ce que l'on appelle la trajectoire de corpulence qui va pouvoir vous laissez entendre qu'un enfant va rentrer ou pas dans une situation de surpoids ou d'obésité et que vous devrez allumer les warnings, éventuellement donner des conseils et éventuellement l'inscrire dans un protocole ou un parcours de soins bien particulier s'il est déjà en situation comorbide éventuellement. Donc vous voyez là qu'il y a quand même pas mal de praticiens qui se sont pliés, disons, à cet exercice, puisque systématiquement, il y en a quand même à peu près 32%, mais il y en a quand même 2% qui le font pratiquement jamais, et puis il y en a 10% qui le font rarement, il y en a qui le font très occasionnellement, quand l'enfant semble en surpoids, et je reviens à cette notion qu'on ne se contente pas de regarder un enfant, mais on l'évalue un petit peu plus précisément. Et puis sur la droite, c'est les outils qui ont été utilisés, mais des outils très classiques que les médecins ici présents dans la salle et puis aussi les partenaires de nutrition peuvent avoir, qui sont les carnets de santé, les fichiers informatiques, les documents fournis par certains laboratoires, ce qui n'a plus lieu d'être actuellement depuis la loi de 2011, mais qui traîne encore dans certains établissements de soins, les logiciels médicaux, les formations, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même la grosse majorité des ressources se situe au niveau du carnet de santé, qui est l'élément de référence. Alors c'est vrai que si on fait un lien avec le topo de ce matin sur le logiciel Avitam et cet outil qui est présenté comme le carnet de santé de l'adulte et qui va avoir un volet pédiatrique, oui c'est intéressant certainement. La question qui peut être posée c'est, disons, le doublon. Parce que vous savez que c'est quand même très compliqué pour les praticiens de prendre le temps là aussi de remplir correctement. Toutes ces choses sont très chronophages et que le doublon est quand même souvent un élément de non-réponse, hein, ça on le sait. Donc il faut quand même éviter ça. Et puis l'allègement aussi des données. Et puis encore une fois, tenir compte de la précarité des situations de précarité des patients et des familles que l'on a en main qui, pour remplir des outils comme ceux-là, sont parfois de l'ordre du parcours du combattant, je pense. Donc ça se réfléchit par contre, parce que c'est possible de trouver des subterfuges pour remplir ça. On peut utiliser des éléments visuels, on peut utiliser beaucoup de choses. Donc je n'ai pas dit que ça ne serait pas utilisé, et même on va y travailler sûrement avec la région Midi-Pyrénées, mais c'est peut-être une complexification. Et actuellement, l'outil de base et de routine de la surveillance des enfants de moins de 6 ans, c'est le carnet de santé et les éléments que les médecins scolaires et les médecins de PMI qui ont parlé ce matin remplissent de manière très régulière, contrairement malheureusement à certains médecins qui suivent des enfants, mais peut-être par faute de temps ou aussi peut-être parce que les parents n'apportent pas le carnet de santé là aussi pour le suivi. Là, ici, c'est cette notion du rebond d'adiposité que j'évoquerai après, mais qui est aussi dans la même enquête pour savoir... l'enquête avait pour objectif de voir si ces praticiens connaissaient l'âge du rebond d'adiposité. Donc, vous voyez qu'il y en a qui le fichent à 5-6 ans, 36%, 7-8 ans, 27%, 22% entre 9 et 10, donc quand même très tardivement, et puis il y en a quand même 15% qui ne se prononcent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne sont a priori pas au courant du concept et puis surtout qu'ils n'ont pas bien retenu la chronologie de l'apparition de ce rebond. Alors que l'on sait qu'il y a un lien fort quand même, heureusement, dans 74% des cas. Donc cette plaque, elle a son importance parce que comment repérer, c'est des enfants à risque, ce qu'on va appeler les enfants à risque.
C'est les enfants évidemment qui vivent dans des milieux où il y a ce problème. Ça paraît impensif que de dire ça, mais c'est quand même vrai. Et une mère qui a mené une grossesse en surpoids, et même quand elle était déjà en âge de procréer, si elle n'a plus de surpoids au moment du démarrage de la grossesse, est déjà un facteur de risque, qu'elle ait ou pas manifesté un diabète gestationnel pendant la grossesse. Donc ces éléments-là sont toujours quand même très valides. Pourquoi ? Parce que ces mères qui, en surpoids, peuvent mener à deux typologies d'enfants. Elles peuvent mener à des enfants macrosomes, donc un peu gros, et puis d'autres de petits poids. Mais ces deux typologies d'enfants vont avoir ultérieurement un peu la même destinée par rapport au poids et au-delà d'une certaine période. Alors, de là à donner déjà et très tôt des contraintes nutritionnelles ou disons des conseils au plan nutritionnel très stricts à ces enfants-là, non, c'est pas la porte ouverte à ça. Je coupe court à toute question sur le sujet, puisque actuellement c'est encore très débattu. Une alimentation normale, rationnelle, classique pour ces deux types d'enfants semble suffisante pour éviter de rentrer dans l'obésité plus tard, sans aller jusqu'à les mettre en restriction par rapport à certains types de nutriments en particulier, ce qui a été proposé ou ce qui traîne parfois dans certains articles. Ensuite, évidemment, les enfants à risque, c'est le milieu précaire, j'insiste là-dessus, mais ça n'est pas uniquement la précarité matérielle, ça peut être aussi la précarité affective, puisque vous savez que dans les déterminants de l'obésité de l'enfant, tous ces éléments, disons, d'accompagnement ou de cheminement de l'enfant sont importants. Et puis la précarité éducative, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on voit émerger des enfants qui passent plus de 4 heures, j'ai vu, voire 5 devant les écrans par jour. Ça paraît quand même un peu déroutant. On se demande aussi au plan scolaire ce que ça peut donner en aval, mais on a déjà quelques résultats sur le nombre d'enfants à l'entrée en 6e qui savent maîtriser moyennement l'écriture, la lecture, le calcul, d'accord ? Donc tous ces outils-là sont un peu à mélanger, donc on retrouve cette précarité sur différents éléments et pas que sur l'obésité. Évidemment ceux qui ont une activité physique limitée, mais pour les petits de 0 à 6 ans, ce qui est notre sujet aujourd'hui, c'est un peu plus limité, quoique je pense que l'incitation précoce aux activités physiques quotidiennes, ludiques, qui les intéressent, qui peuvent les impliquer en famille, etc. C'est très très important précocement, parce que c'est évident qu'on remédie difficilement par les activités physiques quand à un enfant de 10 ans, quand il n'a jamais pratiqué les activités physiques. Remettre quelqu'un, et c'est valide chez l'adulte aussi, remettre quelqu'un au sport de manière arbitraire et très urgente, alors qu'il n'a jamais pratiqué, c'est quand même une gageure. Donc là, chez l'enfant, je pense que c'est important. Cette difficulté est surtout présente en milieu urbain, parce qu'on sait que la pratique des activités physiques est beaucoup plus complexe qu'en milieu rural, où là, il y a une facilité logique d'accéder au sport ou aux activités physiques. Ce n'est pas forcément le sport. Évidemment, certains traitements, des enfants qui auront des traitements, je pense aux enfants très jeunes qui ont des pathologies un petit peu embêtantes, des asthmes sévères ou des problèmes d'épilepsie traités avec des médicaments ou des choses comme ça. Les enfants qui sont en situation de handicap. Et là, tout de suite, mettre l'accent dans l'obésité qui apparaît ou qui serait dépistée entre 0 et 6 ans sur la nécessité d'aller plus loin dans la recherche d'une origine à cette obésité. C'est dans ce champ-là, des 0 à 6 ans, qu'on peut trouver le plus d'enfants qui aient des obésités dites secondaires, parce que ce sont des obésités, la maladie, donc sur lesquelles, évidemment, il n'y a pas que l'argument d'obésité qui permettra de faire le diagnostic. Mais ce sont des enfants là qu'il faut authentiquement et très rapidement filiariser vers un milieu plus médicalisé. Alors le lien à faire avec l'absence d'allaitement maternel, c'est le grand débat, il n'a pas lieu d'être parce qu'une mère, elle décide ou pas d'allaiter. C'est pas la peine de l'obliger, c'est même souvent des ratages au plan du lien qui va se créer avec les enfants. L'inciter effectivement de manière active et appuyée, pourquoi pas, mais l'obliger finalement non. Et donc après, dire que obligatoirement on n'a pas allaité, on a un enfant à risque d'avoir une obésité ou une propension à,
c'est quand même un peu radical et réducteur. La littérature est très contradictoire à ce sujet, ceux qui se sont penchés là-dessus. Donc l'allaitement maternel, oui, parce qu'il véhicule d'autres choses, et on ne va pas rentrer dans ce débat, mais encore une fois, par rapport à l'obésité strictement et l'émergence entre 0 et 6 ans, ça paraît un petit peu rapide comme conclusion. La diversification précoce, par contre, oui, ça, sur le plan nutritionnel, tout le monde sait très bien que l'apport excessif en protéines précocement et en parallèle, évidemment, un équilibre nutritionnel un peu différent peut entraîner une modification très rapide de l'IMC, si on ne prend que ça. Et c'est vrai que là, vous avez particulièrement les médecins et les personnels en charge des tout-petits, et très précocement, entre 0, on va dire, et 1 an, ou 0 et 2 ans, votre rôle est primordial dans les explications à donner sur le fait qu'un enfant doit manger à son rythme au jour où il mange, mais à son rythme chronologiquement dans le temps. Et ça, c'est difficile à faire admettre actuellement. Et c'est complexifié, on l'a vu tout à l'heure, par l'offre alimentaire, qui est maintenant extrêmement compliquée. Et un décodeur pour les familles sont un peu paniquées sur comment faire en pratique. Alors que, logiquement, l'alimentation d'un enfant est quelque chose d'implicite, de naturel, encore une fois, on revient à des choses basiques, et le contenu de l'assiette doit être le plus simple possible. Mais l'offre alimentaire est telle et possiblement accessible à des très jeunes enfants que les parents sont paniqués. Alors on ne culpabilise pas, j'y reviendrai après, mais on éduque ou on accompagne, parce que ce mot d'éducation est peut-être un peu excessif, mais on accompagne, on essaie de modifier les comportements, puisqu'en termes d'obésité infantile, c'est plutôt ça qu'il faut faire, plutôt que d'être tranchant et radical, puisque ça ne mène à rien. Alors ensuite, les contextes un peu particuliers d'enfants à risque d'obésité dans lesquels vous devez repérer éventuellement ces situations, c'est les situations d'adoption, puisqu'on sait qu'il y a des modifications parfois du contexte nutritionnel avant l'adoption et au moment où l'enfant arrive, et puis dans les années qui suivent. Donc il faut les surveiller de très près, ceux-là. Et il y a un outil que je vous montrerai qui est presque plus intéressant que l'IMC. Et puis ça correspond évidemment à cette notion que les enfants adoptés sont transplantés dans d'autres cultures. Et les cultures nutritionnelles et cultures alimentaires en particulier, évidemment, varient d'un univers à l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer d'un univers à l'autre, mais il ne faut pas le faire de manière trop brutale et trop violente. Et c'est vrai qu'on voit maintenant apparaître dans la littérature des choses sur comment alimenter un enfant adopté en fonction de ses origines, en mettant des choses de l'alimentation d'avant, si vous voulez. Et je reviens là au tatouage prénatal, de cette espèce de conditionnement qu'on a en prénatal à exprimer des choses en postnatal. Donc ça, c'est les déterminants précoces du RCU et à droite, un enfant en excellente santé. Les facteurs de risque ou les déterminants, je passe, ça va vite. Donc comment faire ? Évidemment, suivre la corpulence, courbe taille, poids, IMC, on y vient, le carnet de santé et le tour de taille. Donc le tour de taille, c'est vrai que c'est quelque chose, je crois que je l'ai mis là, je ne sais plus. Oui, voilà. Le tour de taille, c'est quelque chose qui est apparu quand même assez, pas récemment, mais c'est cette notion que quand on est corpulent et chez l'enfant, même très jeune, la façon de mettre le gras à certains endroits un peu stratégiques peut prédisposer plus volontiers aux difficultés ultérieures. Alors j'ai dit difficultés, mais aussi à l'obésité. Et donc là, on a mis au point, entre guillemets, un rapport tour de taille sur la taille en centimètres. Dès que vous êtes supérieur à 0,5, vous avez un excès a priori, je dis bien a priori, c'est des notions assez statistiques, de graisse abdominale. Et évidemment, c'est les fameuses graisses qui sont taxées d'entraîner un risque cardiovasculaire accru. Et donc c'est vrai que cet élément-là, il peut être déjà mesuré très précocement chez les tout-petits et utilisé pour essayer de convaincre les familles. Ce sont des outils comme les autres, comme la roulette d'IMC ou comme les courbes d'IMC que vous utilisez sûrement, qui sont utilisées dans l'annonce et aussi dans, disons, l'approche, parce qu'il faut apprivoiser les gens à cette différence, il ne faut pas brutalement aller à l'affrontement, sauf dans des situations, je vous en montrerai une tout à l'heure, un peu excessive et heureusement qu'on ne côtoie pas très fréquemment.
Mais il y a quand même nécessité de temps en temps de mettre un peu le doigt sur des choses qui fâchent avec ces familles-là. Alors chez l'adulte et chez l'enfant, on parle du rapport entre la taille et les hanches. Le rapport taille-hanche, c'est une mesure un tout petit peu différente, avec un ratio qui prédispose au risque quand il est supérieur à 0,85 et chez l'homme à 0,90. C'est ce qu'on appelle les obésités centrales. Donc, les signes d'alerte à repérer à partir de ces courbes, je vous en ai parlé un peu vite tout à l'heure, je vais vous montrer des modèles après. C'est le rebond d'adiposité précoce. C'est évident que plus il est précoce, plus le risque de devenir obèse est élevé. Mais ça peut être aussi l'ascension continue de la courbe d'IMC depuis la naissance, c'est-à-dire un IMC qui ne diminue pas. La caractéristique de la courbe d'IMC, c'est d'être une vague, en fait. Au début, vous êtes en haut de la vague, vous devez redescendre, et puis vous remontez. Et quand vous remontez, c'est le rebond d'adiposité. Chez une fille, c'est aux alentours de 8-9 ans. On peut le décaler un petit peu pour certaines. Et puis chez les garçons, c'est un petit peu plus tard. Donc si l'ascension est continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le creux de vague, on est à risque d'avoir une obésité ultérieurement, ou bien si on change de couloir, ou si le rapport, je viens de vous le dire, est supérieur à 0,5. Donc là, je passe. Là, c'est la courbe que j'évoquais avec vous, qui a été très mal scannée, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, pour vous dire que tout est possible. Donc là, j'ai vu cet enfant, il n'avait que quelques mois de vie, mais vous voyez que son poids avait quand même sérieusement dérapé puisqu'il était là, qu'en parallèle, évidemment, il avait bien grandi. Tout le monde était content, il grandissait bien, mais enfin, le poids était quand même assez exponentiel. Et là, il y a un praticien dans la salle qui me l'a adressé. Et on a mis autour de cet enfant qui vivait dans des conditions très très spécifiques, avec comportement maternel un peu limite, des mesures, disons, très simples, de réharmonisation nutritionnelle, un rythme de repas, un rythme de sommeil, disons un contexte peut-être un peu plus serein au plan familial. Et on aboutit là, au-delà des bientôt 2 ans et quelques mois, vous voyez, à une normalisation complète du poids. Donc je l'ai appelé c'est précoce mais c'est possible aussi parce que c'est cette intervention-là d'un praticien chevronné qui a bien surveillé ça, qui a dit là non trop, c'est pas possible, il faut faire quelque chose maintenant. Et c'était uniquement sur l'aspect pondéral, il y avait évidemment tout le contexte à prendre en charge, mais il y avait aussi cet aspect qui laissait entendre que ça n'allait pas s'arranger, que c'était même dangereux, et vous voyez que c'est remédiable assez rapidement, puisqu'en grossièrement 1 année, on a réussi à normaliser le problème. Donc là, le schéma, je viens de le décrire oralement tout à l'heure, des 3 phases entre 0 et 12 mois, l'enfant s'arrondit. On sait très bien que l'IMC, à l'âge les enfants sont un peu replets, vers l'âge de 6-8 mois, ils ont un peu les pieds un peu dodus, etc. Et puis par contre, après, il faut absolument que cet élément-là se modifie et que le creux de vague apparaisse pour ne remonter qu'ultérieurement, et à nouveau s'étoffer, et particulièrement pour les filles, puisque vous savez que les graisses chez les filles participent quand même du développement pubertaire et de l'instauration normale et légitime du rythme menstruel et des ovulations en particulier. Ça, c'est une variation anormale de l'IMC que vous voyez. Donc, il y a eu effectivement cette période où il s'est arrondi, il a à nouveau baissé, mais là, c'est la montée aux enfers et on voit tout de suite que ce rebond d'adiposité précoce qu'on attendait 3 ou 4 ans après est apparu beaucoup trop tôt. Donc, est-ce qu'on utilise cet outil avec les familles? Oui, je pense que dans des situations comme celle-là, c'est légitime. J'y reviendrai dans l'annonce après, mais je pense que c'est important de le formaliser pour les familles. Et cette notion de trajectoire, très rapidement ici chez certains. Donc vous voyez sur la première plaque où c'est une évolution tout à fait normale. Et puis ici, on voit tout de suite cette évolution trop rapide du rebond d'IMC. Ici, certes, un rebond d'IMC dans un temps normal, là aussi, mais, dans un temps normal, mais, il ne veut pas, il n'y a rien à faire. Mais ici, une ascension beaucoup trop rapide. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu une sensation que l'IMC s'est amélioré à un moment donné qu'il ne faut pas continuer à le surveiller. Parce que vous pouvez avoir une augmentation secondaire de ce paramètre. Et évidemment, ici, là, c'était la catastrophe complète, avec là 2 KO successifs
qui correspondaient à des régimes, parce que là, authentiquement, c'était des régimes, qui ne sont pas du tout adéquats chez l'enfant, vous le savez, puisque ce sont des mesures d'éducation nutritionnelle classiques qu'il faut mettre en place, sauf à de rares exceptions. Et donc c'est vrai que là, on voit tout de suite qu'il peut y avoir aussi un effet péjoratif de certaines interventions trop brutales. Alors est-ce qu'elles sont trop brutales dans l'annonce? Est-ce qu'elles sont trop brutales dans la mise en place du parcours, dans la mise en place des outils d'accompagnement nutritionnel, pédagogique, etc. C'est à discuter au cas par cas, puisque le prototype de la prise en charge, c'est un parcours de soins individualisé. C'est le modèle de la prise en charge de l'obésité de l'enfant très tôt, puisque là on parle du 0-6 ans, c'est individualisé et subjectif, tenant compte du contexte. Donc là, j'insiste pas, c'est d'autres choses, mais vous voyez que ce garçon, à 6 ans, à droite, avait déjà un IMC à la limite supérieure de la norme. À l'œil, ça n'en paraissait pas extraordinaire. Par contre, on ne l'a pas suivi, et voilà le résultat à 10 ans, donc avec l'apparition là d'une obésité, avec un tour de taille que vous pouvez bien évaluer là à l'œil, même si je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous prêter à ça, c'est assez éloquent et une prédisposition plausiblement aux problèmes ultérieurement au plan métabolique. Ça, c'est cette notion que, encore une fois, le regard ne suffit pas, mais je vous en ai convaincu, et surtout, c'est perdre du temps. Donc, les praticiens qui ont été interrogés dans l'enquête de l'assurance maladie, et c'était intéressant, pensaient effectivement qu'il y avait quand même beaucoup de temps à passer à remplir tous ces éléments-là, mais à l'inverse pour le patient, c'est un temps qui est très précieux. Donc il faut aussi peut-être, à nous peut-être aussi, qui essayons d'organiser la prise en soin, de les convaincre que c'est un temps précieux sur le coup, mais certainement très riche d'enseignements ultérieurement pour les patients en particulier, et à moindre coût au plan sociétal, au plan du financement du soin. Alors les trucs en pratique pour repérer, eh bien, on va prendre des parents de taille moyenne, tous les deux, donc 1m63 pour une femme et 1m75 pour un père. Normalement, on doit l'habiller dans le gabarit pour l'âge. J'ai 6 ans, je dois être habillée en 6 ans. Si j'ai 5 ans et que mes parents sont dans cette situation-là et qu'on m'habille en 8 ans, il y a quand même un problème. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut évidemment en revenir à la courbe de BMI. Et j'insiste, ce n'est pas le BMI au temps T, c'est la courbe de BMI. C'est-à-dire comment vous êtes arrivé au BMI au jour où vous voyez l'enfant. J'ai 1 an et mes parents sont de taille moyenne et je suis habillée en 18 mois. Ça commence déjà peut-être à être interrogeant. Alors évidemment, dans une situation où les parents mesuraient 1m75 pour la mère et 1m85 pour le père, il faut avoir la logique de l'interpréter différemment en termes de taille. Donc c'est évident qu'on interprète la taille en fonction des tailles parentales a priori. Mais pour le prototype, pour l'enfant prototype, cette notion du gabarit, quand vous allez acheter les habits qui ne correspondent pas du tout à l'âge de l'enfant, ça doit interroger. Alors c'est basique de chez basique, mais c'est quand même un élément à considérer. Et malheureusement, on a déjà changé les gabarits des habits, vous le savez, il y a quelques années, il y a eu quand même des enquêtes qui ont été faites, et puis au-delà, l'industrie du vêtement a changé les gabarits, donc on est passé d'une étape à l'autre, on a déjà changé de rubrique. Donc on est devenu dans le X, est devenu XL, XXL, on continue à monter, on a de plus en plus de gammes. Mais malgré ça, si vous voulez, il y a encore des parents qui sont très valorisés d'avoir des enfants de 2 ans qu'ils habillent en 4 ans. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais on ne les a pas ni pesés, ni mesurés, ni évalués, il y a un problème. Donc il faut avoir cette espèce d'état d'esprit d'y réfléchir. Et donc, première étape, vous voyez l'enfant. Deuxième étape, vous regardez les parents. C'est évident que s'ils sont très grands, vous mettez un bémol. Mais s'ils sont de taille moyenne, vous dites « Ah, attention ». Et si par ailleurs, vous voyez, comme c'est le cas actuellement sur la plage, des petites filles avec des rondeurs très mal placées au niveau du ventre, il faut faire très attention parce que ça, c'est la porte ouverte à l'obésité après. Et la prise en charge est beaucoup plus complexe dans ces situations-là. Et enfin, le dernier point, c'est que les enfants actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mangent comme les adultes. Et ça, c'est le deuxième outil. Un enfant de 2 ans ne doit pas manger comme un grand, comme un adulte, quantitativement évidemment, mais surtout qualitativement.
ne doit pas manger la même chose. Ça se structure l'alimentation, c'est certainement pas à vous, nutritionnistes nombreux dans la salle, que je vais le dire, mais malheureusement, les partenaires de soins qui sont moins formés à la nutrition ont un peu tendance à accepter, pour ne pas complexifier la vie du quotidien, qu'un enfant mange un peu comme tout le monde. Voilà. Non, un enfant, en fonction de son âge, il doit manger certaines choses et pas d'autres. Et ça, actuellement, avec l'offre, et j'y reviens, et c'est toute la complexité évoquée par Antoine tout à l'heure de ce problème sociétal, qu'il faut évidemment travailler avec tout ça. Et un gros enfant n'est pas toujours actuellement un bel enfant. Alors, les conséquences délétères pour la santé, le dépistage, on a parlé, mais évidemment sans stigmatisation, sans dramatisation, avec beaucoup de persuasion et beaucoup de temps, et donc l'annonce pour le dire. Donc ça, cet élément, j'en ai parlé tout à l'heure. L'annonce, alors pour ceux que ça intéresse, il y a des diplômes sur ce sujet. Alors évidemment, l'annonce en médecine, c'est l'annonce souvent de choses, de maladies graves, de handicap ou de problématiques génétiques ou de problèmes de cancer. Bon, chez l'enfant, c'est un peu ça, c'est plutôt la génétique. Donc il y a des formations complètes sur ce sujet. Certains dans la salle ont peut-être été dans ce genre de topo, et c'est quand même intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours dans cette annonce une déstabilisation franche de la famille, et même en toute bonne foi de la part du praticien qui le fait, puisque nous, on le fait à des fins essentiellement de prévention, de repérage, surtout dans l'obésité de l'enfant. Donc il faut savoir quand en parler, quels mots utiliser, et puis nous-mêmes, et moi-même, nous remettre souvent dans la situation qu'une annonce, même pour des pathologies d'ailleurs assez banales parfois, elles ne sont pas anodines, et elles peuvent des fois déstabiliser complètement un fonctionnement familial. Il faut faire très attention, parce que c'est là que se noue, si on revient à l'obésité, disons le meilleur lien entre un praticien et les résultats qu'il va obtenir. Donc il faut faire très attention. Alors, deux situations sont possibles, mais vous les connaissez bien. C'est l'enfant et la famille qui s'inquiètent pour le problème de poids. Bon, là, on est assez à l'aise avec ça, puisque c'est une demande, une requête. Donc c'est vrai qu'on va surtout travailler sur la notion de souffrance, la notion de honte, puisqu'il y a les familles qui sont quand même en difficulté vis-à-vis de l'image qu'ils renvoient quand ils ont un enfant en situation d'obésité. Donc ça, c'est un peu difficile pour eux. Ils sont toujours taxés d'être, vous le savez bien, des parents qui les alimentent pas bien, qui leur donnent pas des bonnes conditions de vie, etc. Donc c'est toujours un peu difficile. Et cette notion d'apprécier la honte qu'ils peuvent ressentir est pas facile. Mais pour les praticiens qui suivent très régulièrement les familles ou qui les ont en main de manière très historiquement, et souvent c'est sur plusieurs générations dans certains villages ou dans certaines villes, c'est quand même intéressant parce qu'eux connaissent bien ça. Et comme ils sont théoriquement au cœur du système de soins, de notre système de soins lié à l'obésité, je pense que c'est important qu'on ait parfois, nous, au niveau de l'hôpital, quand on reçoit ces enfants, disons, le lien avec eux. Et puis, ils ont parfois peur de ce qu'on va quand même valider. C'est-à-dire qu'ils n'étaient peut-être pas si sûrs que ça, qu'il y avait ce problème. Puis finalement, le docteur, il tranche et il dit, si, il y a ça. Et parce qu'encore une fois, j'y reviendrai après, il faut dire les mots et les placer. Il faut quand même les dire, les placer au bon moment. Voilà. Et puis la deuxième situation, ils viennent pour toute autre chose, et c'est là que vous avez le plus de difficultés, et nous aussi d'ailleurs, parce qu'on ne les voit pas forcément que pour ça. Et il faut trouver les subterfuges pour attirer l'attention sur l'excès de poids. Alors évidemment, il y en a, ils tombent des nues, c'est pas vraiment leur problème. Ça a toujours été, au plan familial, quelque chose qui existe. Là, je dois dire qu'en termes de rentabilité dans ces situations-là, on est quand même en grande difficulté, de motivation. Et il va falloir trouver là des outils, par contre, plus de l'ordre des qualités de vie, difficultés du quotidien, risques médicaux. Donc il va falloir lister par exemple les antécédents médicaux et métaboliques en particulier dans les familles pour pouvoir accrocher ces familles sur cette notion que le risque existe et qu'il ne faut pas exposer un enfant à ce risque. Et dans le discours que l'on peut tenir, c'est évident qu'il faut savoir dire aux parents pour les réassurer que, à l'évidence, ce qu'ils font pour leurs enfants, toujours, je l'espère au moins, c'est bon, y compris prendre des mesures qui vont accompagner l'enfant différemment au plan nutritionnel, au plan de la qualité de vie, etc. Donc ça, c'est pas toujours simple. Et ça prend du temps, encore une fois. Et puis, d'autres le prennent très mal.
d'ailleurs ne répondent le plus souvent pas, culpabilisent beaucoup, mais parmi ceux-là, et dans les enquêtes, ça c'est bien connu, ce sont ceux qui vont revenir le plus volontiers en consultation. Donc ceux-là, il faut, si vous les avez, vous, en main ou listés quelque part, que vous les ayez en mémoire, parce que ce sont ceux qui seront peut-être les plus à même, après, à mettre en place des choses et des dispositifs pour accompagner leur enfant. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Donc là, de catégorie ils tombent des nues, ceux-là, on est en grande difficulté et c'est souvent, disons, culturellement bien porté que d'être en surpoids au niveau familial. Alors évidemment, il ne faut pas abandonner. Et souvent, et heureusement, mais ça c'est évidemment lié à la personnalité de certains enfants ne tolèrent pas d'être corpulents au sein de familles corpulentes et eux-mêmes redemandent à venir en consultation pour régler ce problème. Donc on peut rentrer dans le suivi et dans le parcours de soins par une autre porte, si vous voulez, qui est que les enfants vont maturer psychologiquement, individuellement, leur image va changer et que c'est eux-mêmes qui vont demander à venir en consultation et peut-être convaincre leurs parents aussi de se faire prendre en charge. Donc rien n'est perdu, mais encore une fois, c'est beaucoup de temps et c'est collectif parce qu'on ne prend pas en charge l'obésité de l'enfant sans prendre en charge la famille. Donc ça, c'est une étude, j'en ai mis qu'une seule parce qu'elle est intéressante, qui a été faite dans un journal, vous voyez, pas très récent, hein, le journal d'obésité, donc qui a testé, disons, la perception des parents d'enfants de 3 à 5 ans par rapport au poids. Donc il y a quand même un nombre de familles important, hein, 564. La moyenne d'âge des parents était de 35 ans, donc assez jeune. Et donc... seulement 2% des parents d'enfants en surpoids et 17,1% des parents obèses perçoivent que leur enfant est trop gros. Mais, curieusement, 70% sont inquiets pour leur avenir pondéral. C'est-à-dire que la représentation physique, phénotypique de leur enfant n'est pas ce qu'ils estiment être le risque le plus important. Mais ils ont quand même dans l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand même, la proportion est quand même déroutante. 2% de parents en surpoids, il y a quand même beaucoup de battage médiatique autour de ces problèmes de poids pour laisser entendre qu'on puisse s'inquiéter avant. Donc il y a un déni, ça correspond à la notion de déni de certains parents. Et cette étude-là, elle a fait référence sur le sujet. Alors en face, là j'ai parlé que des parents et des enfants un peu, et puis il y a les professionnels, parce qu'on est dans le circuit, dans l'annonce, on est face à face, et puis on n'a pas tous la même réaction, et tous on n'a pas la même attitude dans l'annonce, et ça peut être pour certains très banal. On banalise énormément pour certains, et c'est un peu l'impression qu'on a quand même jusqu'à un certain âge. C'est pour ça qu'on a ciblé le topo sur le 0 et 6 ans, parce qu'il faut absolument convaincre les gens avant cet âge-là, enfin pendant cette période-là, et éviter la banalisation de ce problème. Évidemment, vous trouverez toujours un poisson pilote dans cette gamme d'âge qui va résoudre le problème spontanément, et le plus souvent dans une famille où il n'y a pas de problème de poids d'ailleurs. Mais la grande majorité continueront à poursuivre leur trajectoire de poids excessif pendant des années, et puis après on les retrouvera éligibles parfois à la chirurgie, comme on peut le voir maintenant. Donc on banalise quand on est professionnel parce qu'on a peur de blesser, on banalise parce qu'encore une fois on a cette notion que pourquoi pas, on peut banaliser aussi parce que soi-même on a une problématique de poids, je ne l'ai pas mis là mais c'est pareil pour la taille, on a le recours en consultation pour des problèmes de taille en fonction de la taille du médecin, il est très variable et très varié, donc plus vous êtes petit, moins vous avez recours, et c'est un peu pareil pour le poids. Donc, se faire violence quand on a ses propres problématiques, de ne jamais les tatouer sur les patients, mais ça c'est normalement dans notre pratique, assez implicite. Voilà. Mais heureusement, avec encore une fois le battage médiatique, cette attitude de banalisation, elle est de plus en plus rare. Voilà. Par contre, d'autres ont des postures beaucoup plus en fait, en lien avec leur position de médecin, ils s'octroient le droit de rattacher le problème du poids à des références un tout petit peu plus moralisatrices. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ça a créé des liens qui ne sont pas tout à fait bons au départ de la prise en charge et il faut faire très attention. Après, la question qui est toujours posée, c'est est-ce qu'il faut
traduire l'annonce en termes de risque et de prédiction de risque, c'est-à-dire, alors, globalement non, c'est-à-dire que vous ne devez pas à la première approche parler du risque potentiel, même si vous l'avez sous l'œil avec le périmètre abdominal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous pouvez vous permettre de le faire quand vous savez que dans la famille, le père à 40 ans a déjà fait un infarctus, qu'il y a du cholestérol au plafond avec du Crestor chez tout le monde. Voilà. Donc je crois qu'il y a quand même là aussi des petits outils de pondération qu'on peut rajouter quand on veut éventuellement mettre un peu plus la pression au moment de l'annonce ou un peu sensibiliser un peu plus violemment les gens. Et violence justement, parce que la violence du dire, elle est importante, et l'effet traumatique de l'annonce, il peut être aussi chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention des mots que l'on porte à la famille, parce que l'enfant, il est toujours là, il écoute toujours d'une oreille, ou il est dans l'autre pièce, mais il entend toujours ce qui est dit. Et c'est vrai que parfois, quand on a la lecture a posteriori, on a dans notre pratique, disons, des épreuves de modestie qui sont elles aussi très éloquentes. C'est-à-dire les enfants nous apprennent notre métier en nous disant bah oui, mais le jour où j'ai entendu ça de votre bouche, ça certes fait tilt, mais ça a fait mal aussi. Donc il faut faire quand même très attention. Et la stigmatisation, elle vient aussi parfois des médecins et de l'annonce qui est ou des médecins, des soignants, disons, autour des enfants ou des accompagnants qui parfois modifient et peuvent même des fois démobiliser certains enfants dans leur prise en charge, donc il faut faire très attention. Ils ont déjà souvent, et vous le savez bien, une self-esteem très, très médiocre, et donc on peut en rajouter, et ça n'est pas bon. Il faut plutôt être évidemment dans l'empathie, la réassurance, et surtout dans l'attention visuelle. Il y a des enquêtes intéressantes qui sont faites sur la négligence que l'on a vis-à-vis des enfants obèses. C'est-à-dire qu'ils sont très corpulents, mais finalement on ne les voit pas. Et les parents surtout ne les voient pas. Et quand un praticien réussit à avoir un lien fort avec un enfant en lui disant, intenté, écoute, là, aujourd'hui tu es venu en consultation, franchement, tu as fait des gros efforts, tu es beaucoup mieux qu'avant, mais surtout, je vois à l'œil que c'est beaucoup plus beau, cette notion de beau. Parfois, c'est le déclic. Et la consultation suivante, c'est le sourire, la consultation d'après, etc. Donc ça, évidemment, c'est des notions peut-être un peu plus psy que médicales, mais c'est important dans le lien à tisser avec les enfants. Ensuite, l'annonce, encore une fois, elle peut aussi avoir un impact sur la vie des enfants obèses. Surtout l'annonce d'un parcours de soins médicalisés. Et c'est pour ça que l'inscription parfois trop rapide dans certains dispositifs de prise en soin, elle doit être mesurée. Parce que ça peut avoir un impact quand même sur la vie des enfants, mais aussi sur la vie de la famille. Et le positionnement de cet enfant au sein de la famille. Il va être, pour certains, le vilain petit canard, parce que tout le monde doit manger la même chose, mais nous, on a faim, et lui, il doit faire attention. Enfin bref, donc c'est très compliqué. Et il faut bien connaître, encore une fois, la typologie du contexte avant de faire des propositions. Alors, je vais passer. Donc il faut savoir faire pour être efficace, bien sûr, et puis savoir-être pour être en empathie, je viens de vous le dire, mais surtout vous devez être clair, précis, explicite et adapté, voilà, c'est les mots-clés dans le processus d'annonce, toujours, et l'annonce parfois peut être faite en plusieurs temps. Mais ça c'est valable pour d'autres pathologies, c'est-à-dire qu'on ne dit pas toutes les choses d'un seul coup, et c'est même pas recommandé, et de toute façon ça prend tellement de temps qu'on n'a pas toujours le temps, voilà. Et elle prend en compte l'inquiétude de l'enfant, je vous l'ai dit. Donc il ne faut pas être trop rapide parce que ultérieurement, il y a absolument une espèce de frustration et une adhésion, voire une inappétence, sans mauvais jeu de mots, au suivi proposé. Donc travailler dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans la guidance éducative, mais ça c'est pour les 0 à 6 ans en particulier quelque chose de structurant. On a un peu une notion un tout petit peu différente au plan de la prise en charge des enfants obèses par rapport à l'adulte, puisque la notion éducative quand même fait partie de notre travail et de notre mission. Alors on ne doit pas se substituer, mais on doit guider. Et il y a en matière nutritionnelle en particulier, en matière de sommeil, en matière d'utilisation des écrans, si on revient au topo de ce matin, quand même quelques éléments à repréciser régulièrement.
De là, ce qui soit suivi des faits, c'est pas évident, mais ça fait partie de nos missions et de vos missions aussi autour des enfants. Quand on est un professionnel, après avoir annoncé, évidemment, il faut faire des propositions et il faut être très modeste entre ce que nous voudrions rationnel et souhaitable, mais ce qui est surtout possible, mais ce qui n'est pas nuisible. Et encore une fois, l'annonce un peu violente peut être nuisible, le parcours peut être inadapté et les ambitions ne doivent pas être démesurées. Si on en revient à la notion d'IMC, de poids, qui définit parfois l'obésité chez l'enfant, les objectifs de poids, souvent dans le parcours, c'est stabilisation du poids, c'est déjà un objectif rationnel, souhaitable. Ça, c'est dans les situations où il n'y a pas de maladie ou de comorbidité en lien. Après, on peut être un petit peu plus exigeant si vous avez, je vais dire n'importe quoi, un diabète en plus, mais il ne faut pas forcément avoir une exigence de résultats rapides. Et c'est un petit peu ce que l'on peut parfois reprocher à certaines structures d'accueil. Quand on met des enfants dans une structure qui s'occupe de problématiques de poids, l'objectif n'est pas forcément le poids. Mais ils le savent beaucoup mieux que moi, parce qu'ils l'ont mis à leur menu du jour. Mais c'est vrai que les parents, par contre, eux, pensent qu'en mettant les enfants dans des structures comme celle-là, des structures dédiées, ils vont ressortir de là guéris. On ne guérit pas, on est dans un parcours d'amélioration, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc c'est vrai que nous-mêmes, on doit avoir aussi, en matière d'objectifs, de la modestie. Alors l'objectif aussi, c'est un objectif de mieux, mais je viens de vous le dire, mais pas forcément de conformité, et pas forcément de conformité aux IMC qu'on nous impose. Actuellement, il peut y avoir des objectifs d'objectifs de poids qui ne sont pas forcément en lien avec un IMC normal. Mais c'est un IMC qui mènera un enfant sans comorbidité. Il ne faut pas être trop dans l'exigence pondérale, puisque c'est le meilleur moyen qu'il reprenne du poids trop rapidement. Donc il faut y aller progressivement à un objectif qui n'est pas forcément très exigeant, mais un objectif qui est ne pas avoir de maladie connexe ou ancillaire. Donc les points clés, évidemment, les parents et l'enfant, évidemment, vous faites dans l'annonce une double annonce. La différence de l'enfant est souvent, encore une fois, surtout dans ces familles, puisqu'on a défini tout à l'heure les typologies de familles, quand on dévoile ce problème dans une famille qui ne s'y attendait pas, c'est évident que cet enfant devient très différent au sein de la famille, donc il faut faire attention. Mais c'est le bon moment pour créer l'alliance thérapeutique avec l'enfant et autour de l'enfant. Il faut déculpabiliser les parents, je pense que ça c'est important. Il ne faut pas nier le fait, et particulièrement pour les mères, excusez-moi messieurs dans la salle, mais c'est quand même souvent les mamans qui amènent les enfants en consultation, et qu'il y a une blessure. Elles sont toujours taxées de mal faire, encore une fois, et au sein même de leur famille, ou de leur belle famille, ou du contexte, ou de l'école aussi, qui parfois, en voulant repérer, peut aussi stigmatiser. Il faut faire quand même très attention. Il faut du temps pour accepter et le temps de l'enfant, c'est pas le même que le nôtre, vous le savez bien. Les parents, et surtout actuellement, ils ont tendance à vouloir aller très vite à des choses essentielles. Les enfants, ils ont du temps, et ils ont besoin de temps, et particulièrement pour se structurer, y compris par rapport à leur image et par rapport à leur projet de vie personnel. Ça paraît un peu bizarre de parler de projet de vie personnel pour des enfants, mais ils ont déjà, pour certains, des idées très arrêtées, qui ne correspondent pas forcément à celles qu'on aurait pour eux, ni même leurs parents, mais il n'en reste pas moins qu'il faut savoir aussi les respecter. Ensuite, il faut faire attention à la notion de culpabilité des enfants. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, trouver les mots adaptés. Parce que si on ne trouve pas les mots adaptés, on génère des angoisses qui majorent la prise de poids et ce n'est pas l'objectif. Et que le désarroi des parents, c'est-à-dire une mauvaise annonce faite, peut angoisser les enfants. Donc, ils ne l'étaient pas, ils le deviennent, donc ça devient quand même un peu complexe. Et puis, il faut parfois... Mais j'ai mis ne pas négliger parce que ce n'est pas une obligation. Mais ça, c'est surtout valable pour les autres pathologies que l'obésité.
parfois expliquer aux frères et sœurs qui ne comprendraient pas pourquoi on prend des mesures un peu radicales au niveau de la famille, pourquoi on le fait. Et il y a certains parents qui ont beaucoup de mal à le faire en famille, donc parfois c'est le praticien qui doit le faire en voyant les enfants à l'occasion des consultations et en expliquant. Dans cette problématique de l'obésité, on implique quand même assez volontiers la fratrie, tout comme on pourrait d'ailleurs aussi l'impliquer dans des handicaps plus lourds et plus importants au plan psychologique ou handicaps mentaux par exemple. Voilà. Donc je pense que je suis dans les temps. Oui. Donc là, c'est des dias, mais qui font état de l'équilibre alimentaire, parce qu'on ne peut pas quand même parler de l'annonce sans parler des conseils qu'on peut donner à la clé. Donc l'équilibre alimentaire des 0 à 3 ans, avec les interrogations dans les bulles des parents les plus fréquentes et les réponses qu'ont formulées les diététiciennes, peut-être là dans la salle. Ensuite, ici, c'est un groupe d'aliments, je ne vous fais pas l'affront de vous les montrer. Et c'est la même chose pour les enfants plus grands de 3 ans à l'adolescence. Donc, je vous les laisserai dans le diaporama. C'est les éléments qu'on utilise avec les conseils que l'on peut donner ici à gauche. Voilà, et faire l'apologie, évidemment, de notre centre spécialisé obésité, donc, qui s'appuie pour le travail sur les recos HAS 2011 que vous pouvez trouver sur le site de l'HAS avec tous nos partenaires. Je vous remercie. Si vous avez des questions, évidemment. Oui. Bonjour, Sonia Bertin, je suis éducatrice en SSR à Océja, dans les Pyrénées-Orientales. Et je voulais savoir comment ça se fait que, normalement, les enfants sont tous vus par les médecins de la PMI en maternelle. Et les enfants qui peuvent être déjà diagnostiqués en obésité ou avec des problèmes de surpoids à cet âge-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à mettre en place un suivi à la PMI? Parce que nous, on a des ados qui nous arrivent où le surpoids est installé depuis l'âge déjà de 3 ans, de 6 ans, alors qu'ils ont été diagnostiqués avant. Oui, mais ça, c'est tout le problème du repérage et du passage à l'acte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les médecins, que ce soit les médecins scolaires et les PMI qui se sont exprimés ce matin, ou même les médecins libéraux, les pédiatres ici dans la salle, repèrent, mais de là à ce que les parents acceptent une prise en charge structurée, c'est tout autre chose. C'est un peu sur la base du volontariat. Donc après, évidemment, dès qu'il y a des problématiques médicales à la clé, en lien avec ce problème de poids, et il y en a qui sont très fréquentes, qui sont les douleurs, qui sont les problèmes articulaires, qui sont la déprime, parce que certains enfants finissent par déprimer à cause d'une médiocre image qu'ils ont d'eux. C'est vrai que là, bon, mais c'est souvent trop tard, je suis tout à fait d'accord. Mais les médecins de PMI, ils repèrent, ils filiarisent, parce qu'on retrouve très régulièrement dans les carnets de santé prendre consultation, prendre rendez-vous, etc. Mais ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes le rendez-vous. Sauf dans la situation que je vous ai montrée tout à l'heure, où là, quand même, il y a eu un lien très rapide avec l'hôpital pour formaliser cette affaire-là. Voilà. Mais ça, c'est un constat avec un peu de recul pour ce qui me concerne, qui est quand même pas récent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de suivi. On attend un peu que ça se complique. Et c'est encore le cas actuellement, malgré les nombreuses campagnes et mesures et incitations collectives ou individuelles ou au niveau des villes qui ont été prises. Jean-Paul Romarin, chargé de programme de santé publique à l'Agence régionale de santé. Parmi les signaux d'alerte, il en est un qu'on commence à pointer là, de façon sérieuse, c'est le sommeil. Et moi, je voulais savoir si vous avez pu constater qu'il s'agissait vraiment d'un facteur de risque d'avoir un surpoids, et notamment chez les enfants. Et que pensez-vous aussi peut-être du manque de repères concernant les temps de sommeil chez les parents aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. On sait très bien, effectivement, que l'obésité en soi peut créer des troubles du sommeil. Ça, ok. Dans ce sens, c'est connu, chez l'adulte comme chez l'enfant. Après, est-ce que les troubles du sommeil chez l'enfant sont promoteurs de prise de poids excessive? Plausiblement. À partir de quel âge? C'est pas clair. À partir de quelle dose? C'est pas clair. Ensuite, après, en termes d'impact sur le sommeil, quand on enregistre le sommeil, quelle est la période du sommeil qui est la plus impactée? A priori, c'est le sommeil lent profond pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc, c'est une espèce d'état vigile qui ne permet pas une bonne vigilance dans la journée. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a un impact sur la vigilance diurne,
des enfants qui ont des problèmes de sommeil, et donc des problèmes de scolarité, des problèmes d'agitation, d'hyperactivité, etc. Enfin bref, c'est le serpent qui mange sa queue. Et peut-être aussi, puisque dans la définition des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, l'obésité est un paramètre qu'on liste et qu'on peut valider comme un facteur confondant. Donc si vous voulez, je pense que oui. Après, comment se repèrent les parents? Oui, dans le sommeil, c'est aussi aux praticiens qui ont en charge des enfants de faire œuvre de pédagogie, dans le rythme de sommeil à imposer aux enfants. Ce qui est dit actuellement, c'est que les enfants se plient aux exigences des parents, contrairement à il y a une vingtaine d'années. Et alors que normalement, quand on a des enfants très jeunes, et là je reviens au topo du 0,6, et particulièrement 0,2, les parents devraient peut-être quand même un peu faire l'effort de se plier aux contraintes, du rythme des enfants. Combien vous voyez d'enfants qui traînent à 22 heures encore dans des poussettes, avec du bruit autour, etc. Ça, on ne voyait pas ça il y a une trentaine d'années. Donc plausiblement, c'est vrai que le lien avec le temps de sommeil, et surtout le moment où on rentre dans le sommeil, parce qu'il y a cette notion-là. Vous pouvez dormir 8 heures, très bien, mais si vous ne dormez pas à un moment où vous devez normalement vous endormir, c'est pas le même effet. On sait très bien chez les ados qui ont leur dose de sommeil puisqu'ils se réveillent à 11h le matin, le dimanche en particulier, mais il n'en reste pas moins qu'ils se couchent trop tard. Il faut décaler. Donc ça, oui, ça c'est connu. Après, pour nous actuellement, on analyse le sommeil essentiellement comme comorbidité. On ne l'analyse pas comme facteur d'incidence. Voilà. Donc c'est un peu... Dans les enquêtes, évidemment, quand on voit les patients en primo-consultation, on pose la question. Mais on le pose surtout dans l'idée qu'il peut y avoir un syndrome d'apnée du sommeil essentiellement. Mais pas... Après, on le conseille toujours de mieux dormir, moins stresser, etc. Mais c'est les liens de neurohormonaux sur le sommeil, le poids, la régulation de l'appétit, la satiété, toutes ces choses-là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je vous invite...